Delhi, où le jeune randonneur a été transporté dans le coma. On a l'impression que depuis plusieurs années, à peu près 5 à 10 ans, il y a de plus en plus de gens d'abord qui partent en vacances grâce aux tour opérateurs, grâce par exemple aux sociétés, aux charters par exemple, des gens qui vont de plus en plus loin. Et donc nous on a des gens qui vont de plus en plus en vacances, qui vont dans des régions retirées. Par exemple, ce monsieur était au Cachemire et on a besoin de faire des assistances effectivement de plus en plus souvent dans ces régions qui sont assez retirées. C'est sûr que c'est plus classe d'aller faire de l'escalade sur l'Himalaya ou au Népal qu'à Fontainebleau, ça c'est sûr. Mais pour nous, c'est quand même beaucoup plus difficile d'aller les chercher au Népal ou dans l'Himalaya qu'à Fontainebleau, ça faut bien le dire. Le jeune randonneur se trouve à l'hôpital Apollo, l'un des plus modernes de la ville. Ah bah c'est ici, là, ouais. Dans un service qui n'a rien à envier au service de nos meilleurs hôpitaux. Son name, Étienne, non? Ouais. Ah, je vais regarder. This is CPK, Ah, oh. 2 lakh. Now it is 24,000 Mais Étienne est dans un état plus grave que ce qui avait été imaginé à Paris. on second. De CPK. D'accord, bon. Étienne, c'est un médecin d'Europe Assistance de Paris qui vient vous chercher. Étienne, si vous m'entendez, fermez les yeux et ouvrez les yeux. Étienne. Voilà, bah oui, il ouvre et il ferme les yeux. Ouais. This keeps on wearing. He's basically responding to pain. Bon, ouais. Étienne, on vient vous chercher pour vous ramener à Paris. On part ce soir, en avion. Vous êtes accompagné d'un médecin et d'une infirmière. D'accord? Et ce soir, vous serez à Paris. Demain, il y aura votre mère qui viendra vous voir. D'accord? Bon, je sais que vous m'entendez. Quand j'ai commencé à lui parler en français, que je l'ai appelé par son prénom, il a ouvert les yeux et il faut absolument lui dire qu'on est là pour le ramener, qu'on va le ramener, qu'il va y avoir les siens autour de lui, sa mère demain par exemple. Et je pense que ça fait beaucoup pour son moral, parce que là il nous a entendus, hein, c'est net. D'ailleurs les médecins m'ont demandé de lui parler en français et de lui dire qu'on le ramène, parce que c'est la moitié de la thérapie au départ. Tu sais que c'est juste, hein? Faut qu'on se dépêche. Étienne! Étienne! On vous ramène chez vous. Vous respirez bien. Si jamais vous avez des problèmes, on a un appareil pour vous faire respirer, vous inquiétez pas. Et maintenant, avec l'ambulance, on part à l'aéroport pour aller prendre l'avion pour rentrer en France, d'accord? Ok? Bon, on a mis le respirateur prêt à marcher, hein. Étienne, on arrive dans l'avion. Attention de ne pas tomber, hein. Enlève-toi, Mado. Enlève-toi. Il faudrait quelqu'un le prenne derrière. Voilà, très bien. Voilà, c'est bon. C'est pas facile. Enfin, on a un peu l'habitude, ça passe juste, mais... Ouais, il est calme, là. C'est bon? C'est bien de lui parler. Il faut lui parler, je pense qu'il entend. Ouais. Étienne, dans 10 heures. Dans 10 heures, on est en France. Dans 10 heures, on est en France, Étienne. Il y en a qui sont curieux, il y a des passagers qui s'inquiètent quand ils voient une civière comme ça, savoir comment ça va se passer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui accompagne. Puis c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'il y a une civière sur un avion, hein. Je connais pas la fréquence, parce que moi, chaque fois que je prends l'avion, il y a une civière à bord, mais la fréquence, c'est rare, hein. 98. Étienne,
Étienne. Ouvrez les yeux. On a décollé, ça y est maintenant. Ça fait 5 minutes qu'on a décollé. Tout à l'heure, quand il y avait beaucoup de bruit, quand vous avez ouvert les yeux, on est en train de décoller. Donc maintenant, à peu près dans 10 heures, on sera arrivé à Paris. Donc vous essayez de vous reposer. D'accord ? Allez, les pâtes du chef. La caserne de Cavalère, dans le Var. Maïté et Micheline. L'été, 70 pompiers, 15 professionnels, 40 volontaires, renforcés par 15 saisonniers venus de toute la France. Je mange des pâtes parce que demain je vais nager, c'est pas une blague. Et le coup de pif. Moi aussi je vais manger des carottes et après je mangerai des pâtes. Est-ce qu'il vous reste du pain? Si j'en ai pas le temps de prendre tout ça. Le lieutenant Yves Gola, leur chef. Il déjeune tous les jours à la caserne avec l'équipe de garde. Le soir, par contre, il rentre chez lui pour une vie familiale un peu particulière. Son appartement n'est pas très éloigné, la rue à traverser. Oui. Mais chez lui, tout un système de transmission qui lui permet d'être en contact permanent avec tous les services de sécurité. Ah d'accord, ben je vais... Ouais, d'accord. Ouais, bien sûr. Ok, je te rappelle. Pas de femme, pas d'enfant, un cordon ombilical directement branché sur la caserne. J'ai porté l'uniforme, enfin tout au moins. Ma mère et mon père m'ont fait porter l'uniforme. À 5 ans, j'ai des photos avec mon père qui était chef de corps de pompier lui-même. Mon père me faisait partir sur les feux à partir de l'âge de 12 ans. Et là, le virus a dû me prendre. Et j'ai pu donc connaître cette ambiance, cet environnement. Et poursuivre normalement ma carrière pour être tout d'abord sapeur-pompier volontaire à 16 ans et à 17 ans, je ne pensais qu'à ça, c'était de devenir sapeur-pompier de métier, donc professionnel. Si tu réussis à monter... Il y a sans doute peu de pompiers qui peuvent affirmer avec autant d'arguments que leur famille, c'est les pompiers. Ok. Je suis issu d'une famille de 7 enfants. Le cocon familial existe toujours. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que tous les frères sont sapeurs-pompiers. Mes sœurs aussi, 2 d'entre elles vivent avec des sapeurs-pompiers. Ils sont mariés à des sapeurs-pompiers. Alors vous savez, les repas de famille, ça existe à Noël où on parle. Malheureusement, on dérive toujours sur les sapeurs-pompiers. Cette nuit-là, 2 touristes néerlandais allaient, semble-t-il, beaucoup trop vite sur une petite route de l'arrière-pays. Allez, on pousse. Doucement. Levez comme on peut. Ouais. C'est bon. Là. On a la couverture. Allez, stop. Le deuxième blessé va être mis à bord du VSAB et faire jonction avec le SMUR. Malheureusement, c'est encore le lot quotidien des missions des sapeurs-pompiers, accident de la circulation de nuit. Actuellement, il n'est pas rare que chaque nuit, il y ait plusieurs accidents. Dû un peu souvent à l'imprudence, soit la vitesse, soit un peu la prise d'alcool. Il semble que ce soit 2 personnes qui ont perdu le contrôle de leur véhicule, qui a été donc éjecté et qui a fini son embardé 20 mètres plus loin. On déplore un blessé grave puisqu'on a dénombré quand même une fracture au niveau de la colonne. Ouais, je te vois arriver là, oui. Tôt le lendemain matin, les hommes du lieutenant Gola sont appelés en renfort à Brignoles, sur un incendie qui s'est déclaré dans la nuit. C'est le premier grand feu. Malheureusement, dans ce secteur, nous avons des allumages par récidive, puisque depuis plus de 3 mois, les pompiers sont sur la brèche et ça fait plus au moins le 15e départ de feu dans ce secteur-là. Mais là, c'est celui qui a pris des proportions, puisqu'il a démarré de nuit et qu'on est en présence du Mistral avec une force de 60 à 80 km/h en rafale. On confie toujours aux hommes de Cavalère des missions compliquées. Aujourd'hui, ils doivent noyer le feu dans un sous-bois difficile d'accès. On est en train de faire un établissement de tuyaux, donc des tuyaux de 20 mètres raccordés les uns aux autres, et on va aller faire plus d'1 kilomètre, 1,5 km de tuyaux, pour rejoindre la lisière qui est en feu, où il n'y a pas de chemin d'accès. Donc comme un bulldozer va mettre
un temps plus long que nous, nous allons déjà nous porter à l'avant du feu pour commencer à le noyer. Vas-y, roule. Allez. J'ouvre. Me le dis lorsque l'eau arrive. Il y a la masse. Arrive. Et l'eau arrive. Vas-y, Steph, vite, vite. On a de nombreux départs de feu, de nombreux feux depuis plusieurs mois dans le même secteur, à quelques kilomètres, et tout porte à croire que quelqu'un veut brûler cette magnifique colline varoise. Un pyromane? Si les pompiers en ont la certitude, les gendarmes doivent en trouver la preuve. À Cavalère, la mer est tranquille, les bords de plage loin d'être déserts, et pourtant, on peut s'y noyer. Là, vous resterez dehors pour les femmes là. Tu sais pas quel âge elle a? 3 ans. 3 ans et 4 mois. Ouais. Je vais venir avec elle. Attendez. On va d'abord médicaliser, on reste là un petit moment. Ne vous inquiétez pas. Ouais, je vois. Bon, nous, il y a le nôtre qui est parti là. Un bébé là, qui a bu de l'eau, consciente. Médecin civil sur les lieux va la perfuser. Une jeune fille qui ventile bien, quoi. Elle jouait au sol avec sa grand-mère, elle est partie. Là, sur le bord, je sais qu'il y a une petite vague, un truc comme ça. C'est un coup de chance que je me sois levée, j'ai dit où elle est. Et je l'ai vue tout de suite. Je l'ai rattrapée comme ça, hein. Je l'ai rattrapée, elle est loin. Oui, je sais, maman. Non, il n'y a rien de grave. Oh, bah, ça fait peur. Hein. On pourrait se demander, se dire, il y a des milliers de personnes, comment on peut arriver à se noyer? Donc, ce qui fait bien voir que malgré que le bord de l'eau, les premiers 10 mètres sont saturés de personnes, on peut pratiquement mourir sans que personne s'en aperçoive. Et elle peut avoir des séquelles au cerveau? Ah non, vous avez bien vu, elle n'a pas eu d'arrêt respiratoire, elle n'a rien. Hein. Non, parce qu'ils lui ont fait un massage cardiaque. Oh, juste appuyé, non, c'est pas... Non. Un coup de chance. Ah oui. Non, c'est sûr que vous avez eu la chance. Dans le malheur. Non, mais elle jouait avec maman, et puis tout d'un coup, maman me dit elle est plus là, et puis je vois une espèce de sac. Mais elle n'a pas dû boire beaucoup parce que, vous savez, quand on a l'estomac qui est plein, ça râle, alors que là... À peine la petite fille partie vers l'hôpital, une nouvelle alerte. L'ambulance est derrière, non? Un appel a été donné au centre de secours pour une personne qui a avalé un corps étranger et qui est en état d'asphyxie, donc au niveau de la trachée, a fait une fausse route. Et là, c'est une question de 2 minutes parce que si on ne ventile pas, si on n'apporte pas quelque chose ou oxygène ou qu'on n'arrive pas à lui enlever, on risque de voir des séquelles irréversibles. D'accord. La fausse route, c'est du jargon de technicien. Les non-initiés disent avaler de travers. En la circonstance, un morceau de viande. Bonjour. Ça va mieux? Oui. Ça va. C'est quoi? C'est un bout de viande ouais. qui était coincé et dans mes oreilles. Eh oui, bien sûr. Et vous l'avez vu ressortir ou il est passé? Je l'ai avalé. Ouais. J'ai pas bien senti descendre. On doit en avoir, on va vous filer un petit coup là. Puis... Si ça vous arrive encore une fois, il y a 2 points. Mettez votre poing, là, celui-là, là, juste au niveau du sternum. Et vous mettez un bon une pression. Voilà, comme ça. Oui. Comme ça s'arrive. Portez là-dessus et ça va. D'accord. Ainsi ou comment dire. Passez de bonnes vacances, messieurs, dames. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Oriente la planche droite dès le départ, d'accord, hein? Pilule, son vrai nom, Laurent Dulon. C'est bien. Attention. Je suis un peu trop sur l'avant de la planche, c'est pour ça que tu piques du nez. Les mains devant, tu vas tendu, tu vises le plus. La vogue de la vague lui a permis d'en faire son métier. Il est professeur de surf sur la plage de Molietz. Il apprend aux jeunes touristes à jouer avec l'océan.
Laurent Dulon n'était pas grand lorsqu'il a commencé à essayer de tenir sur une planche de surf, d'où ce sobriquet Pilule. Depuis l'âge de 18 ans, il a fait le maître nageur sauveteur sur les plages de la région. Il a arrêté l'an dernier. Hugues, ça va? C'est impeccable. J'ai travaillé 2 ans à Moliette, ça s'est bien passé. J'ai pas eu peur de travailler avec mon ami Youl. Ou alors, alias Gilbert Bourdin, la segment d'Arôme, c'est lui. 6 heures du matin sur une dune de la côte landaise. Pilule et son complice Poupi, Jean-Loup Poupinel, champion d'Europe. 2 fameux chasseurs de nouvelles vagues, le spot. Avec les déplacements des bancs de sable et en fonction de la houle, de nouveaux spots apparaissent. Il reste peu de temps secret. Dans le tube, ça a vraiment une sensation de vitesse, l'impression d'être confiné un petit peu dedans, et c'est ça, et puis t'as à la fois envie d'y rester longtemps, mais t'as surtout aussi envie d'en sortir, quoi. C'est un moment, tu vois, c'est assez intime, cette vision du jour à travers, cette idée de profondeur et de vitesse, et à la fois aussi, tu vois, d'isolement, quoi. C'est un petit peu le Graal, c'est un petit peu la quête du surfeur. Quand il y a des tubes, je pense que normalement, tu as envie de faire que ça, quoi. Tu le fous un peu? Alors, comment? Ah, c'était pas mal, quoi. Vraiment, il y en avait de bonnes dans le tas. Bon, maintenant, c'est beaucoup de monde. Normal, c'est l'été. C'est vrai que on a bien fait d'arriver tôt, quoi. 9 heures. Quelques kilomètres plus loin, la journée commence sur la plage de Moliette. Il va y avoir du monde aujourd'hui. C'est un jour de transition. On a écouté au niveau des radios. C'est le plein. Tous les campings, tous les gros centres font le plein. Donc il va y avoir du monde aujourd'hui. Il fait très beau. Ils sont en vacances. Ils sont contents de venir. Nous, on est contents de les recevoir. Donc il va y avoir du monde. Ouais. Richard et Jérôme, venez voir. Les jours comme ça, où la mer paraît calme, ce sont des jours où on a un public qui ne va pas à l'eau par forte mer. Ouais. Donc il faut, malgré les apparences, il faut ouvrir les yeux, il faut faire attention, parce qu'on a papy et mamie, on a les enfants, on a tous ceux qui ne viennent pas quand la mer bouge un peu, qui sont là aujourd'hui. C'est trompeur, c'est un temps trompeur. Il faut vachement faire gaffe quand on a un temps comme ça. Les surfeurs sont plutôt des gens qui viennent très tôt à la plage, fuient un peu la foule, préfèrent garder leur vague pour eux seuls, donc les vrais surfeurs, eux, quittent la plage à ce moment-là, c'est vrai. Place aux vacanciers, quoi. Des enfants perdus, il y en a plusieurs chaque jour. On va chercher maman. Hein? Allez. Vous occupez? Vous parlez? Vous occupez de lui? Hein? Il y a des ballons, des machins là, donnez-lui ça, ok? Merci.
donné un ballon? Tu veux un ballon, Maurice? Non, c'est vous qui veut. C'est vous qui veut. À Molietz, on vient se baigner, mais surtout s'amuser. On vient nombreux. Plus de 10 000. Plus de 10 000 personnes en ce moment. Voilà, c'est comme une plage de Méditerranée, mais avec l'océan en plus, quoi. Et on a encore des gens qui arrivent. De gros rouleaux de bord, un terrain de jeu très excitant qui attire beaucoup de monde. Passe mes palmes, s'il te plaît. Alors que l'on approche de la marée haute, les vagues deviennent de plus en plus puissantes, de plus en plus amusantes. Pour les sauveteurs, de plus en plus menaçantes. Avec le gros coef là, il va falloir faire gaffe si ça pète pas trop gros. Hein, parce que, ouais, c'est ce que j'ai vu de là-haut. C'est ce que j'ai vu de là-haut. Ça commence à être méchant des fois. Hein. Ouais, ça commence à être méchant. Ouais. Il y a déjà Fred qui est là-bas. Reste plutôt par là, au chambrec là. Reste avec moi ici à 10 mètres. Là. Il y a Seb là, mets-toi à ma gauche ici. On surveille le chambrec, il est gros ici dans le coin. Là. Le chambrec, c'est la grosse vague qui se lève, qui tombe dans très peu d'eau. 1 mètre cube d'eau, 1 tonne, on imagine la force que ça peut représenter sur un corps humain. Quoi. Ils aiment bien se faire rouler bouler dans les vagues et bon, ça peut être traumatisant. Faut se méfier. Voilà, 2 personnes à surveiller. Là. La dame à fleurs, voilà. Ça pousse. Et ils aiment ça, hein. Ils jouent dans les vagues, ils s'amusent à passer dessous, c'est vachement sympa d'ailleurs en plus de jouer dans ces vagues-là. D'ailleurs c'est pour ça que tous les gens sont là, parce que c'est sympa de jouer là-dedans. Mais bon, la méconnaissance du milieu fait que l'attention des parents, quelquefois, n'est pas suffisante. Ouais. Oh, il a que 3 ans, il ne sait pas du tout nager, mais il aime bien les vagues. Mais cela dure peu. Lorsqu'elle a fini sa montée, la mer se calme. On appelle ce moment l'étale. On arrive à l'étale, ça va commencer à se calmer un petit peu. On va plus avoir de volume d'eau qui arrive, hein, puisque c'est l'étale. Hein, donc on a une petite demi-heure. Ensuite... Récupérez mes palmes. Voilà, tant pis. Ça va? Ok. Ouais, bon. Ça va, Seb? Bouge pas. Ne le faites pas bouger. Ne le faites pas bouger. On va attendre la coulée cervicale. Allez. Tu le places ton collier, tout doucement. Non, je sais plus.
chemin, tu reprends le chemin là. Tu te laisses aller, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Non, non, c'est bon, laisse-le aller, laisse-le aller. C'est bon. Allez. Doucement. 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 Voilà. Alors attends. Je monte. Tu me montes. Essaye de voir mes pas. Ok, c'est bon. Je monte avec toi. Ok, on reprend la zone. C'est bon. S'il vous plaît. On va tout doucement. On roule doucement. Oui, le père. Accrochez-vous. Poussez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Facilitez-nous le passage, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ça va, lâchez. Regardez, lâchez. Du léger. On y va. Voilà. Merci, monsieur. C'est dans les vagues? Non, c'est pas dans les vagues. En fait, si vous laissez une vague, il y a quelqu'un qui lui a sauté dessus les deux pieds, qui s'est lancé en courant, et les deux pieds sur la tête, et pac. Bon, la personne l'a même pas vu, puisqu'il est sauté dans les vagues. Il n'a pas fait attention qu'il y avait des enfants à côté. Faut la parler, il faut les rassurer. D'ailleurs, on voit, ils s'accrochent à vous. C'est sûr que quand c'est des moments assez forts, on les rassure. On les rassure, tout en étant technique dans le geste pour nous, mais l'enfant, lui, ne le sait pas. Mais c'est vrai que c'est rassurant pour lui de se sentir protégé. C'est bon. Non, rien du tout. Il avait pris un petit choc dans le dos. Donc, tous les petits chocs, on met ça. C'est pour simplement que ce soit plus confortable. D'accord? Et là, on a appelé un médecin. Hein? On a un hélico à notre disposition. Hein? Donc, on a appelé le médecin hélico. Et on va voir s'il peut venir dans un délai relativement bref. Sinon, ça arrive à beaucoup de gens, vous savez, donc c'est pas... Non, mais là, je pense pas... Non. Je pense que c'est plus le coup, là. Oui, non, c'est pas... Faut pas baisser la tête. Ah, madame? Ouais, vas-y. Je te laisse là, je finis ça là-bas, je vais essayer de me changer. Ah oui, non, mais il peut parler, t'inquiète. Oui, non, mais c'est pas... Pas de problème, t'as pas froid, rien, ça va? Hein? Allez, assis-toi, Jenny, parce que tout à l'heure, ça va être toi. Oui, on va pas sonner la maman. Allez, asseyez-vous, madame. Ça va, madame? Hein? Bonjour, hein? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Voilà, le médecin, je t'explique. D'accord? Non, madame, hein? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? T'as sauté sur quoi? Sur le dos? D'accord. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? T'as déjà pris connaissance? T'as eu très mal où ça? Dans la nuque. D'accord. Par crainte d'une lésion à la nuque du jeune garçon, le médecin décide son transfert à l'hôpital pour examen. Chamonix, le bal du 14 juillet sur le parking du Mont Blanc, 1030 mètres d'altitude. Et mais là qu'on travaille. Non, on pense qu'on est heureux, qu'on n'est plus au boulot, qu'on est en vacances. Et la montagne autour alors? Ah, elle est toujours là, mais pour demain. Demain il fera jour. Non, on s'occupera d'elle demain. « 8h30, le sommet de l'Aiguille du Midi. C'est sublime. En été, les bennes du téléphérique se succèdent toutes les 10 minutes avec leur cargaison de touristes à chaque voyage. 70 personnes, 5000 par jour. C'est surprenant. Un beau pays, cette France. On n'envisage pas l'expédition comme ça sans guide, c'est pas possible.
En plus, ils prennent soin de nous. Ils gâtent, bichonnent. Ok, là c'est bien. Maintenant, vous allez marcher un tout petit peu ici, juste en pensant que... Leur guide, Xavier Chapaz, l'un des 219 membres de la compagnie. Ce qui peut se produire, c'est si on a les pieds trop collés. Hein? D'accord. Allez, on va vers ça. Bon, mes lunettes. Voilà, le piolet de main gauche, là ça ira bien. Allez. Leur premier pas sur l'arête. À leur gauche, 2780 mètres plus bas, la ville de Chamonix. À droite, 300 mètres de pente et la vallée Blanche. Vous marchez trop tendu là, Richard. Faut te détendre un peu. Lâche la corde, toi. Lâche la corde, Cindy. Allez. Ton père, il parle plus? Une semaine, je foulais le sable sur la plage de l'hôtel de ville à Saint-Quentin, mais c'est pas la même chose là. Allez-y. Lâchez la corde, Richard. Allez. Lâchez la corde devant vous là. Essayez de marcher à peu près normalement. Vous êtes tous les deux comme sur une rampe d'escalier, la corde. Allez. On lâche la corde. Cindy, toi tu descends en patin à roulette ou tu essayes de tenir un peu debout? C'est important cette mise en confiance? C'est, je crois, le principal ici. Hein. Ils ont jamais mis de crampons. Hein. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu d'anxiété, de tension. Richard, un petit peu plus confiance et alors... on a presque l'impression d'avoir fait ça toute notre vie. Bien de face là, Richard. Les épaules face à la trace maintenant. Voilà, ouais. Cédric, royal. Cindy, pas sur les fesses. Quand tu es debout, c'est 100 fois mieux. Quand vous faites les magasins, vous n'êtes pas comme ça, tendu et tout, les fesses en arrière. Ils n'ont jamais fait d'alpinisme, ils viennent pour la première fois. Et c'est quand même relativement extraordinaire de pouvoir être dans ce massif, au cœur de l'histoire de la montagne, comme ça, là, aujourd'hui. Bon, c'est quand même grandiose. Pour des gens qui viennent de la plaine, qui n'ont jamais rien fait, ils ont pris la précaution de prendre un guide et voilà. C'est époustouflant, je dirais. On peut pas s'attendre à ça. Parce qu'on quitte, c'est vrai, une région toute plate, qui est belle quand même, qui a son charme, c'est sûr. Ce qui est aussi extraordinaire en montagne, c'est qu'on découvre la montagne, mais on découvre aussi les gens. Donc ce qui est fort, ce sont les relations humaines aussi, ce qu'on vit. Hein, avec, là, on est encordés ensemble, on vit une journée relativement forte ensemble. Puisque c'est vrai que ce qu'ils nous confient, eux, c'est ce qu'ils ont de plus cher, c'est leur vie. Et puis de voir des gens émerveillés, c'est vrai. Et là, regardez, on est seul au milieu de ce glacier. Donc c'est vrai que je crois que ça fait aussi partie du métier de guide, de faire découvrir la montagne, de faire plaisir aux gens et de leur apprendre un peu notre élément, quoi. Seul, pas vraiment. Il se trouve sur l'axe le plus emprunté de tout le massif alpin. Certains parlent d'autoroute. On y rencontre de tout, depuis le débutant jusqu'aux stars de l'alpinisme, avec bien sûr tous les niveaux intermédiaires. Parmi tout ce monde, certains qui ont présumé de leur force. Merci beaucoup. En fait, donc on est parti dans une voie qui s'appelle le pilier Gervais-Uti, une voie de 800 mètres au Mont Blanc du Tacu. On a passé une nuit dans la voie et le matin on ne se sentait pas de repartir, un coup de fatigue. Mon collègue s'est trouvé malade cette nuit et donc on a été obligé d'arrêter. Donc on a appelé au secours d'abord par téléphone et on n'arrivait pas à avoir la liaison. Et donc on a appelé à la voie dans la vallée et apparemment on nous a bien entendus. Il y a 5000 personnes, plus de 2000 mètres aujourd'hui à Chamonix. Hein. C'est un peu dans ce qui se dit dans les statistiques qui se promènent. Donc il est sûr qu'il peut y avoir des entorses, il est sûr qu'il peut y avoir des accidents. J'allais dire, c'est la fréquentation d'un massif qui fait à un moment qu'il peut y avoir des accidents. Là, aujourd'hui, s'il y a une entorse, c'est un hélicoptère qui vient chercher. C'est pas obligatoirement très grave, mais c'est un hélicoptère qui viendra. En face, c'est la face sud de l'Aiguille du Midi, là où il y a tous les grimpeurs. Là. Ça, c'est superbe. Regarde cette belle escalade. Là. Richard, il a dit qu'il y allait demain, mais bon... Hein? En téléphérique. Il n'y en a pas là. Ah non, regarde si c'est beau. La montagne, il y en a pour tous les niveaux. Ce qu'il faut aussi, c'est dire que la montagne, on n'est pas toujours pendu la tête en bas, quoi. On fait de la montagne aujourd'hui avec des gens qu'on n'a jamais fait. On n'est pas là, on n'est pas en perdition, quoi. Ça, on ne revient pas d'être descendu tout ça. Ouais, mais maintenant, il va falloir leur monter, mes bonhommes. On est pris au piège, là. Hein.
il y a un petit col là. Mets-toi au purée de main droite. Ça a remis la petite cuillère. Hein. Il n'est pas encore midi, pourtant une des journées les plus remplies de la vie de Richard. Je vais m'en souvenir très longtemps, ça c'est obligatoire. Faut pas oublier un tel événement, on avait le soleil avec nous, le ciel tout bleu et il manquait plus que la patronne, ma femme, qui restait en bas mais qui n'aurait pas pu suivre, c'est pas possible ça. Hein. C'était impossible, c'est quand même très dur physiquement. Hein. Surtout vers la fin, mais c'est l'endroit où les photos sont les plus belles à faire et on prend un peu de risque, c'est vrai. Une expédition de 3 heures pour quelques centaines de mètres. Pour les secours, la journée est à peine entamée. Les gens, ils viennent, ils se sentent prêts, vraiment. Déjà, ils sont très motivés. Et puis, lors de l'ascension, ils se surestiment vraisemblablement un petit peu. Effectivement, c'est assez souvent qu'on va chercher des gens qui sont épuisés, surtout dans ces altitudes-là, vers 4002 et puis au-dessus. Là, je pouvais pas, là. Vous avez été un petit peu au bout de vous-même? Oh non, enfin au bout... Enfin, vous savez, les crampes, hein, quand ça vous arrive, bon, c'est pas... Ça arrive parfois, malgré tout, même si les gens ne veulent pas le dire, ça arrive qu'ils partent dans des courses et puis ils disent, bon, de toute façon, si on a un problème, on a une radio, on va prévenir le PG. Il y en a certains. Il y a une surfréquentation avec tous les problèmes que ça implique. Partout, hein. À la mer, il y a des gens qui vont nager, qui ne savent pas nager, ou très peu, et puis qui se lancent quand même dans des plaisanciers qui vont faire de la voile alors qu'ils savent tout juste barrer. Et en montagne, c'est pareil. Donc. Je regardais juste les petites fleurs là-haut sur la montagne, et puis j'ai glissé, donc il y a eu un craquement sinistre, et puis c'est tout, quoi. Le reste, voilà, je crois que les secours sont arrivés assez rapidement. Il y a des gens qui cherchent un peu la difficulté, tout seuls ils se mettent en danger. Ces gens-là, eux, ils n'ont pas pris la précaution de voir si c'était dangereux, pas dangereux. Ils y ont été, puis ils ont dit, bon, si ça tient, ça tient, ça tient pas, ça tient pas. D'autres prennent des précautions. Peut-être pas suffisamment. Cette Anglaise était partie avec un guide. Ce matin, je fais le Mont Blanc. Peut-être je montais trop vite. Alors quand je suis descendue à le refuge du goûter, j'avais plus de genoux. Et mon guide m'a aidé. Mais à la fin, j'avais vraiment plus de force. Une de ces interventions simples qui met en œuvre l'hélicoptère, son équipage, 2 secouristes et le médecin coûte entre 20 et 50 000 francs. C'est gratuit pour le secouru. D'après la loi, les communes devraient prendre en charge ce coût, mais l'État ne s'est jamais fait rembourser jusqu'à présent. À peine le 11e secours de la journée effectué, il faut repartir. Personne qui aurait dévissé sur un sentier de haute montagne et qui serait tombé dans un couloir. Dévisser, ça veut dire? Ça veut dire perdre l'équilibre, trébucher contre une pierre ou autre et puis tomber dans le vide. La personne est en vie, on ne sait pas? On ne sait pas. Là, on part sur une intervention où on ne connaît pas du tout la nature des blessures ni le lieu exact. Et puis comme sur un chemin, en général, on ne s'encorde pas. Peut-être la victime est loin du sentier, elle est plus bas, elle est peut-être tout de suite là, à proximité. On n'en sait rien, on verra. La deuxième équipe vient d'être appelée là cet après-midi. Ouais, apparemment, ouais, c'est le coup de feu aujourd'hui. Cette fois, les sauveteurs n'avaient plus personne à sauver. La mort, ils la côtoient, trop souvent. Vous n'avez rien pu faire? Eh ben non, et là c'est fini pour cette personne. Il y a toujours beaucoup de gens curieux qui viennent avec une curiosité un peu morbide de voir un peu ce qui se passe autour de cette activité. Bon, on est un peu accoutumés maintenant. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à cette personne? Voilà, elle a fait une chute mortelle.
Elle a dévissé d'un chemin et puis elle est tombée dans un couloir très très raide. Elle a fait à peu près 20 mètres de chute libre. Et puis ensuite elle a continué sa chute dans le couloir herbeux et pierreux. Randonneuse, comme quoi, il n'y a pas qu'en haute montagne que c'est difficile. Dans l'été, ça arrive malheureusement assez fréquemment. Puisque d'après les statistiques, on dénombre à peu près une quarantaine de personnes qui décèdent dans l'année, rien que sur le massif du Mont Blanc. Cavalère, le 25 juillet. Ventre, Talard, Parella, Vote. Au troisième moyen, Lacolle, Tanguy, Siégel, Carré. Bon, monsieur, je rappelle qu'on a reçu le message de mise en place du plan alarme, donc qui est l'alerte liée au risque météorologique exceptionnel, du fait de la présence du Mistral. Comme toujours, on fera la manœuvre de sécurité et la manœuvre de travail qui est prévue lors de la mise en place du plan alarme. Nous venons du Pas-de-Calais, de Béthune exactement, et nous sommes en location à Hyères. Et puis, nos vacances se déroulent comme ça. Le matin, on part vers 10h, avec notre petite glacière. On cherche un endroit calme, agréable. Il s'agit de l'exercice dit d'autoprotection, comme si le groupe était encerclé par les flammes. Il faut que tout soit arrosé en moins de 2 minutes. Pour nous, c'est curieux, c'était très intéressant parce que chez nous, il n'y a pas ça. Ce même vendredi 25 juillet à 11h42, l'alerte est donnée dans les collines derrière Marseille. Une demi-heure plus tard, 30 hectares de pins ont déjà brûlé. Ça passe? Non, vous allez être bloqué là-bas. Hein. Qui bloque? Il y a les gendarmes? Tout le monde bloque, c'est en train de cramer là-haut. Ça crame fort là? Vous vivez là? On vient d'évacuer 40 chevaux et plus même. Lorsque notre équipe arrive sur place, cela sent la panique. Il n'y a pas que les chevaux que l'on évacue. Un Mistral à plus de 80 km à l'heure. Redescendez, commencez à redescendre, monsieur, ne remontez pas. Doucement, parce qu'il descend rapidement là. Pourquoi on veut pas? Parce que progresse là? Oui, c'est progresserait très... Oui, transmettez, je vous écoute. Une colonne de pompiers qui monte là, donc attention dans la petite rue parce qu'on ne se croisera pas forcément et là il en monte beaucoup et des gros camions. Hein. Vers 16h, les pompiers sont loin de maîtriser la situation. Malgré nos efforts à cause du vent et des endroits parfois inaccessibles, le feu a parcouru entre 500 et 600 hectares. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de gens évacués et le nombre d'habitations menacées, puisque nous avons, à un moment donné, nous avons fait ce qu'on appelle, nous, de la guérilla urbaine, puisque c'était pratiquement jardin par jardin qu'on défendait. Ma maison, c'est celle-là. On a été obligé d'évacuer parce qu'il y a le feu qui s'est déclaré là, et on a eu peur parce qu'on a des lauriers à amandes et des sapins. la petite chienne. On n'a rien pris en fait, on a déplacé nos voitures, on les a mis là-bas, mais j'ai ma chienne, je ne sais pas où elle est. Et vos papiers, tout ça, comment vous avez fait? J'ai pris mon portefeuille, mais il y a tout là-bas quoi. Ça ne risque rien, ça là. Gardez votre calme. Il y a une bouteille de gaz dans la caravane, Il ne va pas arriver là. Le feu va s'arrêter là, c'est tout. Bon, j'espère que c'est plutôt plus de peur que de mal. Là-bas, il y a la bouteille de gaz dans la caravane. Je vais l'enlever, ma fille, je vais l'enlever, c'est rien. Vraiment, les choses, c'est malheureux à dire, mais ça fait 1 mois qu'on demande de débroussailler là derrière. Il n'y a rien à faire. Après, quand on est méchant, on nous dit pourquoi vous êtes méchant. Laissez-moi tranquille, je reste avec mon mari, on a tout préparé. S'il y a quelque chose, eh ben, tant pis pour nous. Laissez-moi tranquille, je connais la vie. Je connais aussi ce qu'il faut là. Eh ben, tant pis. Non, je reste là, mes enfants. Mais c'est dangereux, maman, et tout à l'heure, il y a mis. De toute façon, ça sert à rien de rester. On ne peut rien faire. On veut essayer d'aider les pompiers, on n'y arrive même pas. Votre mère ne veut pas évacuer? Non. Pourquoi elle ne veut pas évacuer? Je pense que c'est parce que c'est tout pour elle, jusque-là. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas brûler ici.
On évacue. On évacue là. On va plus personne par le feu. Hein. T'as plus en arrière. Lève-la, lève-la. Non, mais c'est toi qui... Tu l'avais comment, toi? Ok, on recule, on attend là-bas. On reste là. Le seul objectif des pompiers à ce moment, contraindre le feu à passer de part et d'autre des maisons. L'arrêter est impossible. Au passage des flammes, la fumée devient soudain tellement dense que même la caméra ne distingue plus grand-chose. Eh bien, on est en plein sous le front de flamme maintenant. Pourquoi on voit plus rien là? Eh bien, je crois que vous le voyez, entre l'intensité du vent, les conditions météo très très fortes, on vient de protéger un espace sensible, à l'occurrence une villa, et puis surtout, en ce qui nous concerne, de récupérer tout ce qui était personnes sur les chemins qui étaient bloqués, de manière à les mettre en sécurité, c'est ce qu'on vient de faire. Disons que nous sommes dans un espace dégagé, on va dire au milieu d'une clairière, vous entendez les bouteilles de gaz qui pètent et les petites enflammées tout autour. Et je pense que tout simplement, il faut que nous restions ici une bonne demi-heure, le temps que le feu passe. Nous sommes tous agenouillés, près de la terre, à l'abri des véhicules si possible. Il y a la fumée, hein. Rapide la flotte, les gars, merci. Une demi-heure plus tard, la fumée s'est effectivement dissipée. Les pompiers peuvent attaquer les foyers que la ligne de flammes a laissés derrière elle. Philippe, viens vers moi, tu me tiens avec ce tronc, viens. Attention Canadair! Couche-toi! Attention Canadair! Mais le Mistral ne faiblit pas. À ce moment, le front de l'incendie avance à plus de 2 km à l'heure. On progresse toujours. Tu progresses? Toujours. Malgré les moyens déployés? Absolument. Allez. Avec la fin de l'après-midi, après la fermeture des bureaux et des magasins, ceux qui sortent de leur travail ne peuvent plus que constater les dégâts. Alors, c'est sur la maison là-bas? Laquelle? Là-bas, là, juste là où il y a le gros frère là-bas. On peut aller voir là. Allez voir, il y a qu'à pied qu'on passe. D'ici on voit pas. Tout vous passez par là. On peut pas passer. Vous allez voir, mais il faut passer mais à pied ou... Et on peut y aller à pied. Allez-y à pied. Essayez, si jamais on vous dit de redescendre, vous redescendez. Oh putain.
Ce qui est trop, c'est que ça a brûlé que d'un côté. Elle est où votre maison? Au bout, au bout. Vous savez si elle a brûlé? Non. Putain, mais j'avais la plus belle forêt de Marseille, parole. Et plus rien, quoi. C'est votre jardin, ça? Ouais. Putain, merde. Voilà, mais... Oh là là, je ne crois pas. Putain, ma brouette. Putain. Putain, mais il y a juste le camion. Putain. José, t'as combien de pression là? C'est à vous là? Ouais. C'est à vous la maison là? Ouais. On était en train d'essayer d'ouvrir parce qu'il y a une poutre qui est de l'autre côté, qui est en train de traverser. Alors il faudrait qu'on puisse... Venez voir, venez voir. On vient juste d'arriver, on a eu du mal à pénétrer parce qu'on avait un front de flamme. On a fait une ligne d'arrêt et dès qu'on a arrêté, on a pris le chemin, on est venu là, on vient de constater que tout le garage au monsieur est en train de brûler. L'inconvénient, c'est qu'on a des poutres qui étaient reliées à la maison. Alors on va essayer de rentrer pour procéder à l'extinction de ces poutres qui risquent d'enflammer l'intérieur de la maison. Qu'est-ce que tu me fous? Moi je suis à la maison, tu reconstruis la forêt, comment tu fais? Tu peux la laisser brûler la maison, maintenant j'ai On n'a jamais vu de maison brûlée, j'ai fait 85-86 en Europe. Putain, mon pied. Au-dessus, les voitures, il n'y en a aucune de brûlée. Oh putain, ma moto, quand elle y est plus. Aïe aïe aïe. Ah ben t'es en train d'éteindre, qu'est-ce qu'il y a là dedans? Ma moto. Mais il ne reste plus que le cadre. Elle a été enflammée et elle rentre à l'intérieur là. Ah, c'est qu'elle donne pour qu'on puisse l'accéder. Je te montre. Putain, mais il ne reste plus que le cadre de la moto. Aïe aïe aïe. J'ai une allure. Vous voyez la grosse poutre ouais, là? tu vois. Moi je suis allé travailler, je suis parti jusqu'à 7h30, 8h, à 8h30, 9h j'arrive et il y a tout qu'à brûler. Regardez-moi ça, quoi. Scandale. Putain, mais cette arme, tu te rends compte, il avait au moins 2000 ans, quoi. Un Amandi, il avait un tronc comme ça, regarde ce qui reste. Putain, mes enfants, ils vont avoir un choc quand ils vont voir ça. Et ça repousse là, les armes, à ton avis? C'est mort, là. Robert, faut qu'avec ton casse. Ah, putain, merde. Mais le Mistral ne faiblit toujours pas. Oh putain. Fait peur. Fait peur. Fait peur? Bien après, au milieu de la nuit, au bar de la Figonne, l'un des plus proches du feu, quelques observateurs attentifs remettent sur le comptoir la stratégie de lutte contre les incendies. Il a été arrêté le feu? Attendez, pour le moment, là, il y a encore du vent, ça va être dur. Ça va être dur pour l'arrêter. Si le vent s'arrête, il n'y a pas de problème. Mais si encore le vent, il n'arrêtera pas. De toute façon, mon frère m'a dit c'est tous les 20 ans. Tous les 20 ans, tu sais que tu as. Voilà, tous les 20 ans, c'est ça. Et les décharges, dites-leur les décharges. Dites-leur les décharges. De là que ça part de là. Alors. Il devrait faire, je sais pas moi, les systèmes que tu mets autour. Dès que ça flamme, tu fais bien dans les choses qui est à mon léger. Ma foi, il faut le faire là. On attend que ça brûle tout là, mais qu'est-ce que c'est ça? On va dans la lune là. On va dans la lune là. Quelle lune là? Allez là, les têtes de mine là. Au poste de commandement, on n'en est pas à faire des plans sur la Lune. Les infirmiers ne savent plus où donner du collyre. Allez, l'adjudant, si tu peux me donner son nom, son matricule. Adjudant Gaillano Clément. Alors moi je connais pas mon matricule. Mais c'est pas grave, corps d'appartenance. Matricule 48, CAS Réal, 04. Vous allez me donner votre nom? Oui, Concat, c'est ONCR.
Ça va? Et vous partez tout de suite, hein, d'en-haut, vous voyez, ça a repris. D'accord. Et vous allez y avoir droit. Ça a repris là, monsieur? Oui, ça a repris, mais on contient. On ne maîtrise pas, mais on contient. Au nord-ouest de la citerne 402, il monte de plus en plus virulent là, et je ne sais pas si on arrivera à l'arrêter quoi. Tu vas le mettre devant ou pas? Allez, du mou, on tente! Ça fait 4 ans que je suis pompier, c'est le plus gros que j'ai fait pour l'instant. Le plus gros, le plus impressionnant. Faut attendre le jour. 1500 pompiers venus de 15 départements, 19 avions bombardiers d'eau et 5 hélicoptères mettront 3 jours et 3 nuits pour éteindre les flammes. Pendant une semaine, il faudra encore surveiller 48 km de lisière pour éviter les reprises de feu. Il aura fallu 7900 tonnes d'eau pour tout éteindre. Coût de l'opération, environ 34 millions de francs, sans compter la remise en état des 3400 hectares de garrigues et de pinèdes calcinées. L'adjudant Régis Michou, du peloton gendarmerie de Haute-Montagne de Haute-Savoie, a été mortellement blessé le lundi 28 juillet 1997 en service commandé au cours d'une mission dans le massif du Mont-Blanc, à l'Aiguille Verte. L'adjudant Michou a été frappé par le destin cruel d'une montagne à qui il a tout donné. Comme tous ses collègues, le gendarme Poutz y pense. Les 50 sauveteurs du peloton de haute montagne ne sont plus que 49. Mais en altitude, alpinistes et randonneurs continuent à accumuler les imprudences. En juillet et en août, les gendarmes ont effectué 322 sauvetages. Ils ont récupéré 235 blessés. Mais ils ont aussi redescendu dans la vallée les corps de 28 personnes. « 75 pour les mages Pitié. On les transmet la Pitié. On arrive à notre base. Reçu. Voilà. Après son retour d'Inde, le docteur Écolon a repris son service au SAMU de Paris, où il travaille lorsqu'il n'effectue pas de mission pour l'organisme d'assistance. Alors, Bichat, Vincent 17. Puis, je suis un médecin qui vous est du jeune Étienne que j'ai amené dans le cadre d'Europe Assistance. Je suis le docteur Écolon du SAMU de Paris. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai pris en charge, il avait une réaction à la douleur qui n'était pas adaptée, mais il avait quand même une réaction à la douleur. Il est dans le même état, donc il n'y a pas d'évolution. Ah ouais. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Hein. Bon, bah d'accord, bah je reprendrai les nouvelles alors. Merci. C'est sûr, quand on va chercher quelqu'un loin, quand on reste avec lui, qu'on l'aide à respirer, qu'on le surveille pendant 12 à 15 heures, bah, on se ligne et c'est sûr que bon, bah, on a envie qu'ils s'en sortent. Donc, voilà. Aujourd'hui, Étienne le randonneur va mieux. Il a repris connaissance, mais pour l'instant, il a perdu le souvenir de la totalité de son aventure.
La compagnie d'assistance a réalisé au cours de ces 2 mois 5500 interventions, 310 transports de blessés ou de malades, dont une quarantaine à bord d'avions spéciaux. Sur les autoroutes, au cours du seul mois de juillet, les gendarmes sont intervenus sur 4794 accidents. Ils ont comptabilisé 562 morts, mais 7680 blessés ont été secourus. Sur le pourtour de la Méditerranée, 5232 hectares de pins et de garrigues ont été calcinés. À eux seuls, les 70 pompiers de Cavalère ont passé 2060 heures au feu sur 8 gros incendies. À Molietz, aucune noyade. 17 personnes qui risquaient de se noyer ont été sorties de l'eau et 450 baigneurs en difficulté ont été assistés. Quant au rugbyman britannique, sa famille est rassurée. Comme celle de Sébastien, les radios n'ont révélé pour l'un et pour l'autre aucune lésion de la colonne vertébrale. Les enfants perdus n'ont pas été comptés, tous ont été retrouvés. Vous avez perdu votre enfant? Ouais. Comment il s'appelle? Damien. Quel âge il a? 4 ans. Comment il est habillé? Attends. Maillot de bain vert. Et vous l'avez perdu il y a combien de temps? Ouais, 5 minutes, 10 minutes. Où est-ce que vous êtes sur la plage? Là. Au niveau du Mirador? Où il est mon parasol? Il va dans l'eau? Bah non, il y revenait à... Ah, il est remonté là-bas, il s'est paumé, ouais. Il a une pelle bleue, non? Il a une pelle bleue, une petite pelle bleue? Oui, je crois oui. Oui, on dit oui. Apparemment oui. Oui, où c'est? Allez voir le monsieur au Mirador là-bas. Il va vous indiquer où est-ce qu'il se trouve, votre gamin. Malgré les milliers d'enfants, les centaines de maillots de bain verts, en quelques secondes, les sauveteurs du Mirador ont repéré l'enfant perdu. Ils ont l'œil. L'expérience aussi, elle leur a appris une chose. Lorsqu'un enfant se perd, il se dirige toujours dans la direction opposée au soleil. Pour ne pas être ébloui, il marche toujours le soleil dans le dos. D'être très présent, de montrer qu'on est là pour leur sécurité, à leur service, les amène peut-être inconsciemment, peut-être, à se laisser un peu plus aller. Ils se reposent plus sur l'équipe de surveillance. Alors ça peut amener à quelques dérives de comportement. C'est bien ça le risque. Le risque de conduire certains à prendre des risques qu'ils sont incapables d'assumer. Le risque de nous rendre encore plus assistés, plus irresponsables. Bonjour. Regardez, vous êtes mis dans l'eau. Peut-être pas le cas de cette jeune femme, mais elle et son enfant, poussés par le courant, viennent de parcourir une trentaine de mètres en quelques instants. Là où il y a les maîtres nageurs, mais on finit maintenant, donc bon. On était en dehors de la zone de toute façon. Oui, mais non, même en dehors de la zone, c'est aussi notre problème à vous et à moi. Deux noyés cet été sur la côte aquitaine, tous deux en zone non surveillée. On dérive, et plus on va loin, plus on dérive vite et loin. On fait la gaffe quand on a les gamins, quoi. C'est la société sur la plage qu'on voit. Tout ce qu'on voit le reste de l'année, ici, est représenté également. Tous les petits mots de la société, on les retrouve ici. Tous les petits problèmes, on les a ici. C'est la même chose, avec le même comportement humain. Je suis sauveteur CRS. Je suis policier, sauveteur, avec toute la déontologie qui s'impose aux policiers et aux sauveteurs. Et c'est vrai que la saison estivale étant finie, je redeviens policier. Le regard des gens change, et c'est très bien d'ailleurs qu'on fasse ça l'été. Ça permet peut-être d'expliquer un peu mieux notre métier finalement. On a toujours l'image des CRS qui sont en manifestation, alors que quelquefois on met un casque et quelquefois on met un maillot de bain, mais ce sont les mêmes personnes qui sont à l'intérieur de la tenue finalement. On a le sentiment, peut-être à tort, de rendre plus service ici qu'avec un casque. Mais bon, il faut aussi faire régner l'ordre public. Vous préférez votre casque ou votre maillot de bain? Je préfère le maillot de bain. Je préfère le maillot de bain.